Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, à la une de ce samedi. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a quitté aujourd'hui, samedi, le pays à destination de la ville de Niamey, la capitale du Niger. Également dans l'actualité internationale, une ONG allemande sauve 65 migrants au large de côte. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a quitté aujourd'hui samedi le pays à destination de la ville de Niamey, la capitale du Niger, où, à l'instar de ses homologues chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, il prendra part au 33e sommet ordinaire de l'organisation panafricaine. Sommet d'un jour, le 7 demain. Cette assise de l'Union africaine est essentiellement dédiée à marquer l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine qui équivaut à un marché commun des pays du continent noir. Au cours de cette réunion, il sera surtout question d'un dernier adoubement que les dirigeants de pays d'Afrique apporteront à l'entrée en service de la notion complexe de marché commun continental. La levée des barrières douanières, les réglementations prévues contre la concurrence déloyale, les modalités d'harmonie économique entre les produits relevant du marché commun et les autres articles et marchandises, tout sera évoqué au cours de cette rencontre au sommet entre leaders africains. Cette réunion servira par ailleurs de tribune pour exhorter les pays africains qui n'ont toujours pas ratifié l'accord sur la SLEC de le faire en fin d'une plus grande évolution de l'Afrique en espèce économique intégrée à même de mieux peser sur l'échiquier économique mondial. En dehors de cette première thématique, le 33e sommet de l'Union africaine portera sur l'état d'avancement de nombreuses autres initiatives et militants toujours en faveur de la réalisation d'une plus grande identité africaine, notamment la question d'un passeport africain et la mise en place d'un espace aérien commun pour le continent noir. Outre sa participation aux travaux de ce sommet, le président de la République, Ismaël Marguerite, mettra, comme elle a continué, à profit ses déplacements de travail à Niamey au Niger pour s'entretenir en marche avec les principaux responsables politiques du pays, notamment avec le président Mamadou Issoufou. Il s'entretiendra également toujours en marche avec plusieurs autres de ses homologues chefs d'État et de gouvernement d'Afrique participant comme lui au 33e sommet de l'Union africaine. A noter qu'au cours de son déplacement de travail à Niamey au Niger, le président de la République, Ismaël Marguerite, sera accompagné d'une importante délégation comprenant notamment les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahamoud Ali Youssouf, et les ministres du Commerce, Hassan Ahmed Ibrahim. Le président de la République, Ismaël Marguerite, est arrivé ce soir à Niamey, la capitale du Niger, pour participer aux travaux du sommet de l'Union africaine, dont la réunion de chefs d'État et de gouvernement est prévue pour demain au palais du Congrès à Niamey. À sa descente d'avion, le président Guélé a été accueilli par le premier ministre du Niger, Mamadou Omoro. À l'aéroport de Niamey, le chef de l'État a reçu un important accueil comprenant notamment une revue des troupes, une interprétation de l'hymne national djiboutien et un spectacle de chant et de danse culturelle. A noter que le chef de l'État a pris part ce soir, à l'instar de tous ses homologues africains, à présent à Niamey, un dîner de gala offert par le président du pays hôte de ce sommet de l'Union africaine, M. Mamadou Issoufou. Vous aurez donc les images de l'arrivée du président de la République et l'ouverture de ce sommet dans nos prochaines éditions de demain. Les travaux du sommet de l'Union africaine du Niger se déroulent depuis le 4 juillet au palais du Congrès, du Congrès de Niamey, dans l'attente du sommet de l'Union africaine pour le lancement de la zone de libre-échange continentale. Pour le Niger, un événement historique qui se considère comme le berceau de l'intégration économique, ont accueilli le sommet africain pour le début de la zone de libre-échange. Les dossiers d'actualité de l'Afrique seront aussi au menu de discussion des travaux du sommet de l'Union, avec la participation de plusieurs chefs d'État, dont le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Sur place, nos correspondants de la radio-télévision de Djibouti pour nous donner plus de détails de ce sommet de l'Union africaine. Du Niger accueille l'Afrique demain pour un grand sommet destiné au lancement de la zone de libre-échange continentale. Niamey, la capitale de la République du Niger, accueille depuis le 4 juillet les travaux du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Le dossier principal à l'ordre du jour de ce sommet va porter sur le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale destinée à booster le commerce et renforcer l'intégration économique inter-africaine.
Déjà, plus d'une vingtaine de pays africains, dont la République de Djibouti, ont ratifié l'accord de libre-échange inter-africain. De nombreux chefs d'État sont attendus au sommet de Niamey, dont le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh avec une forte délégation. Les travaux du Conseil exécutif ont pris fin hier soir dans le palais de conférence où est prévue la réunion des dirigeants africains. À l'occasion du sommet qualifié d'historique pour certains, Niamey, la capitale, est aux couleurs de l'Afrique. Les drapeaux des pays africains flottent dans les principaux acteurs de la capitale. Le Niger accueille l'Afrique, berceau de l'intégration africaine. Ce sont les principaux slogans visibles de la capitale et c'est les principaux titres des quotidiens au Niger. Des sujets d'actualité brûlants seront aussi traités lors de ce sommet de Niamey qui attend demain la réunion des chefs d'État et de gouvernement africains. Une forte délégation djiboutienne participe aux travaux du sommet de Niamey destiné au lancement de la zone de libre-échange. L'ambassadeur de Djibouti auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss, est revenu sur le point fort des travaux. On l'écoute. Historique qui aura lieu, à laquelle le président de la République va prendre part. Ce sommet correspond en termes d'histoire à celui qui a créé l'OUA à son époque, en 1963. C'est un sommet qui permettra aux chefs d'État des pays de l'Union africaine de lancer ce qu'on appelle la zone de libre-échange économique africaine. C'est un projet faramineux et qui permettra à l'Afrique de s'amarrer en tout cas à l'ensemble du monde en matière économique, parce que ça permettra à tout Africain de pouvoir aller travailler dans n'importe quel pays africain, à tout homme d'affaires d'un pays africain à venir à Djibouti, à investir, travailler comme s'il était dans son propre pays. Et ceci a été signé à Kigali il y a à peu près 2 ans, il y a un peu moins de 2 ans, à laquelle le président de la République a été un des premiers chefs d'État à avoir signé, mais aussi un des premiers pays à avoir ratifié. Nous sommes plus de 24 pays à avoir ratifié, dont Djibouti se trouvant dans le peloton de tête pour avoir ratifié. Et ceci montre que Djibouti a toujours été un pays ouvert, un pays économiquement ouvert vers les autres. Et l'intégration économique qu'il y a entre Djibouti et l'Éthiopie en est un exemple pour le continent africain. Et nous sommes très heureux de savoir que le président de la République, malgré son agenda extrêmement chargé, a eu le temps de dégager et de pouvoir venir participer à ce lancement, comme je l'ai dit, qui est extrêmement historique pour le continent africain. Donc l'idée au niveau du Conseil exécutif, donc les ministres des Affaires étrangères africains, c'est pas tant sur le déroulé ou le déroulement de ce lancement qui aura lieu dimanche le 7, mais surtout d'examiner aussi le budget de l'organisation pour 2020, mais aussi de voir une décision a été prise, notamment en ce qui concerne la zone de libre-échange continentale, c'est le secrétariat, où les ministres se sont mis d'accord sur le Ghana. Accra va accueillir le secrétariat de la ZLECA, qui est également quelque chose de très important pour le Ghana et pour cette partie de l'ouest du continent. Il y a eu des réunions, et notamment la réunion du Conseil de paix et de sécurité, où Djibouti est membre depuis maintenant 2 ans, et où nous avons débattu sur la situation qui prévaut en Libye. Comme vous le savez, il y a eu des bombardements sur des migrants en Libye et la perte de 60 personnes. Et donc le Conseil, avec la participation du ministre des Affaires étrangères, c'était le Conseil de paix et de sécurité se déroule à 3 niveaux. Le niveau des ambassadeurs, donc le nôtre, le niveau des ministres des Affaires étrangères, c'était le cas aujourd'hui, où le ministre des Affaires étrangères Mahmoud a participé à cette réunion, mais également au niveau des chefs d'État. Et donc les ministres ont condamné cet acte odieux survenu en Libye et vont sortir un communiqué dans les minutes qui viennent. Nous venons, mesdames et messieurs, de recevoir les images de l'arrivée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à Niamey, la capitale du Niger, pour participer au sommet de l'Union africaine, dont la réunion de chefs d'État et de gouvernement est prévue pour demain au palais du Congrès de Niamey. D'avion, le président Guelleh a été accueilli par les premiers ministres du Niger, Mammanou Ouattara,
À l'aéroport de Niamey, le chef de l'État a reçu un important accueil comprenant notamment une revue des troupes, une interprétation de l'hymne national djiboutien, un spectacle de chant et de danse culturelle. A noter que le président de la République a été accueilli également par les membres de la délégation officielle djiboutienne en présence notamment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, du ministre du Commerce, Hassan Hamed, et l'ambassadeur de Djibouti auprès de l'Éthiopie, Mohamed Idriss Faraha. Cette étape a été suivie d'un premier entretien entre le président de la République et les premiers ministres du Niger. Ensuite, le chef de l'État a été conduit à bord de son cortège présidentiel à son lieu de résidence, Niamey. Par ce soir, à l'instar de tous ces homologues africains présents à Niamey, un dîner de gala offert par le président du pays hôte de ce sommet de l'Union africaine, Mamadou Issoufou. Principal des forces armées nigériennes, le drapeau national est Sagar, trophée le temps de gendarmerie nationale, sous les ordres du capitaine Moubassar Boukar, commandant l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. À vos ordres, Excellence. Également dans l'actualité nationale, le ministre de la Défense chargé de relations avec les parlements, Hassan Omar Mohamed Bourhan, a effectué aujourd'hui sa première visite d'inspection au service de santé des armées. L'objectif de cette visite est de s'acquérir des moyens et infrastructures dont dispose le service de santé des armées. Cette visite d'inspection a d'abord débuté à la direction centrale des services de santé des armées. À son arrivée, Hassan Omar Mohamed était accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim. Puis ensemble, ils ont procédé à la revue des troupes. Étaient conviés à cette visite d'inspection le général des brigades Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le général de division Hassan Ali Kamil, le conseiller de SMK, le colonel Abdoulaye Abdi Farah, directeur de la police nationale et tous les grands responsables des forces armées djiboutiennes. Ensuite, le ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a insisté à un exposé suscité du médecin colonel-major Ahmed Hassan Boulalé, directeur du service de santé des armées. Dans son exposé, le médecin colonel-major Ahmed Hassan Boulalé a rappelé que la direction centrale des services de santé des armées a été créée par décret le 14 septembre 2014 et inaugurée le 10 février 2016. Puis il a expliqué les missions diverses et variées de cette direction et son évolution au fil des ans. Principalement, cette direction est dédiée au maintien en condition des effectifs, le traitement des militaires, le soutien médical des militaires en opération extérieure, la formation des cadres militaires de santé. En outre, elle apporte son concours au gouvernement en cas de nécessité et de sollicitation. Une fois l'exposé achevé, le ministre de la Défense chargé de relations avec les parlements, Hassan Omar Mohamed Bourhan, en présence du chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, a procédé à une visite guidée de la direction centrale des services de santé des armées, en particulier les services sociaux, sous l'autorité de Mme Zeynep Ainaché. Ces services prennent en charge l'aspect social de la vie des militaires et spécifiquement du traitement des violences ou litiges conjugales, l'accompagnement dans la procédure de divorce, la constitution du dossier de décès en vue de l'obtention du capital du décès. Dans un
continuité, le ministre de la Défense chargé de relations avec les parlements, Hassan Omar Mohamed Bourhan, toujours accompagné du CMK et du staff, se sont rendus à la direction de médecine des unités, commandée par le médecin commandant Habib Moussa. Là aussi, le médecin commandant Habib Moussa a exposé une présentation sur le rôle et les missions dévolues à cette nouvelle direction créée en 2016. La direction de médecine des unités en charge le soutien en matière de santé de nos forces présentes sur les sols ou déployées en Somalie. Pour chaque bataillon déployé sont affectés à 2 médecins et 10 infirmiers de la visite d'aptitude médicale. Elle participe également au programme de santé publique et aux actions civilo-militaires. Dans sa continuité, le médecin commandant Habib Moussa a exposé les perspectives d'avenir de la direction de médecine des unités qui comprend l'acquisition d'un appareil de radiographie numérique, la réactivisation des infirmiers du corps, la mise en place de centres médicaux et l'informatisation des dossiers des militaires. En termes de l'exposé, le ministre de la Défense, chargé des relations avec les parlements, Hassan Omar Mohamed, en compagnie du chef d'état-major général des armées, a procédé à la visite guidée de la direction de médecine des unités. Cette direction comprend en son sens des salles de cours pour les stagiaires en formation d'infirmerie et d'aide-soignants, le laboratoire d'analyse, un magasin de stockage de médicaments et de matériel, un espace de vie pour les stagiaires, un espace de confinement en cas d'urgence ou de catastrophe, une salle d'urgence et une salle de prélèvement biologique ou sanguin. Ainsi, comme à l'accoutumée, cette visite d'inspection s'est clôturée avec une animation de chants et de danse folklorique autour d'un buffet animé par le groupe traditionnel folklorique Harbi, suivi de la remise des cadeaux et enfin la photo de famille. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, a reçu dans son bureau à l'état-major général des armées le général des brigades Thierry Laval, attaché militaire des forces françaises et stationné à Djibouti. Le colonel Thierry Laval a été promu général des brigades le 1er juillet de cette année. Cette promotion fait suite à l'excellent travail entrepris durant son séjour à Djibouti d'air de rencontres et d'échanges. Le général s'est beaucoup investi dans le raffermissement de relations de coopération militaire entre la France et Djibouti. Ainsi, c'est pour le féliciter de sa nouvelle promotion que le chef d'état-major général des armées a tenu à rencontrer le général Thierry Laval. Satisfait de son parcours et dans une atmosphère bon enfant, le CMK, en présence du général de brigade Tahir
Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense, a souhaité une excellente carrière militaire et une bonne continuisation dans sa nouvelle fonction. Il a noté que le général de brigade Terry Laval a terminé sa mission d'attaché militaire et se prépare au retour dans son pays natal, la France. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a procédé cette semaine à la pose de la première pierre pour la construction du centre d'Eva de Demerjouk qui sera réalisé avec l'appui de l'UNICEF. Cette cérémonie de la pose de la première pierre a vu la participation de la ministre du ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamoud, la représentante de l'UNICEF, Mme Janabo Mahondé, le préfet de la région d'Arta, Abdullahi Darar Okiye, le sous-préfet de Demerjouk, ainsi que les autres invités. Ce centre d'Eva pour le développement de la petite enfance accueillera les enfants de 18 mois à 5 ans, parce qu'il abritera à la fois une crèche et une garderie communautaire. Le premier objectif de la mise en place d'un tel centre est d'abord de permettre aux jeunes enfants de recevoir un paquet intégré de services de nutrition, santé, protection, hygiène et assainissement, stimulation, éducation pour le développement physique et moteur connectif et socio-émotionnel, ainsi qu'une préparation à l'école. Le ministère de la Femme et de la Famille a identifié 2 sites pour le pilotage de cette approche intégrée à Demerjouk dans la région d'Arta et au chef-lieu de la région d'Obrok, mais souhaite généraliser cette approche intégrée dans les autres régions de l'intérieur, à savoir Dikil, Ali Sevier, Tadjoura et Belbela dans les années qui viennent. À ce titre, chaque enfant, sans distinction, aucune n'a droit à un tel développement intégré qui est devenu une obligation et une des grandes stratégies de développement durable et un cas d'investissement dans la plupart des pays en Afrique. Suivant le discours prononcé à cette occasion par la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Janabo Mahondé. Le développement de la petite enfance est une étape importante dans le développement du capital humain qui demeure un axe majeur de la vision Djibouti 2035. Aussi, voudrais-je saluer ici, Madame la Ministre, les efforts consentis par votre département dans la mise en œuvre d'interventions en faveur du petit enfant. En effet, depuis plusieurs années, des garderies et des crèches communautaires ont été mises en place afin de promouvoir l'accès des jeunes enfants à des activités d'éveil, de stimulation et de pré-apprentissage, notamment pour les familles les plus vulnérables n'ayant pas la possibilité d'inscrire leurs enfants dans des centres préscolaires privés. En outre, votre département s'est attelé à assurer que ces centres aient une existence légale et réglementée avec l'adoption de la loi institutionnalisant les crèches et les garderies, et nous nous en félicitons. L'UNICEF a toujours été et continuera d'être aux côtés du ministère de la Femme et de la Famille dans la réalisation de ses priorités, notamment en ce qui concerne la petite enfance. Pour illustration, au cours de cette année, dans l'optique d'offrir des services intégrés pour le développement de l'enfant dans un seul espace, l'UNICEF s'est engagé à accompagner le ministère dans la construction de 2 centres modèles pour la petite enfance, un ici à Arta et un autre à Demerjouk et aussi à Obok. L'élaboration d'un curriculum pour l'éveil, la stimulation et les pré-apprentissages et le développement d'un guide d'éducation parentale puis les orientations des parents, ainsi que la formation des personnels pour cette tranche d'âge. La particularité des centres d'éveil qui seront construits graduellement dans l'ensemble du pays est de servir de modèle en offrant un paquet de services intégrés pour le développement holistique des enfants de 18 mois à 4 ans et de bâtir ainsi les prérequis nécessaires à l'enfant pour un bon départ dans la vie. Le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed, a rappelé dans son discours que l'objectif est de promouvoir une éducation parentale pour une prise en charge intégrée au niveau de la famille, depuis la conception et tout au long de la petite enfance. Un transfert de connaissances et de compétences aux parents pour adopter des pratiques et des comportements en faveur du développement holistique du jeune enfant fait partie intégrante du programme du centre d'éveil. Il s'agit d'une approche intégrée pour le développement holistique du jeune enfant. Elle requiert une collaboration multisectorielle autour d'un même centre d'intérêt qui est l'enfant au sein de la famille et dans le centre d'éveil, a conclu le ministre. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a déclaré dans son discours que ce centre permettra de prendre en charge de ses enfants. On l'écoute. C'est pour moi un grand honneur et une fierté de procéder
en votre présence à la pose de la première pierre pour la construction du centre d'éveil et de développement de la petite enfance. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement de la République de Djibouti s'est engagé à renforcer et à augmenter les initiatives visant le développement de la petite enfance, car ces initiatives constituent la pierre angulaire du développement capital. Cet engagement cadre avec les priorités de l'UNICEF dans son plan stratégique 2018-2021 qui a mis l'accent sur l'importance du développement holistique du jeune enfant. Permettez-moi, avant d'aller plus loin dans mon discours, de rappeler que bien avant l'élaboration de la SCAP, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a mis au cœur de l'agenda politique du gouvernement le sujet de la petite enfance. Aussi, je me permets de rappeler que son Excellence, Madame Khadra Mahmoud Haid, Première Dame du pays et présidente de l'UNFD, n'a pas cessé de multiplier les initiatives pour la protection et le développement de la petite enfance. Nous sommes réunis à Demerjog pour démontrer que cet engagement se traduit en actes. Cette initiative est une première dans notre pays. La phase pilote de cette initiative permettra de construire un centre à Demerjog, mais aussi un centre dans la région d'Obok. Ce nouveau modèle de structure va accueillir des enfants âgés de 18 à 5 mois. Je souhaite remercier l'UNICEF pour son appui constant et souhaite à ce que ce projet soit généralisé dans les autres régions de l'intérieur, Dikil, Arta, Ali Sabié, Tajoura et Obok, et ainsi dans la commune de Balbala, pour donner la chance à tous les jeunes enfants de familles démunies de mieux s'épanouir et d'avoir un bon départ dans la vie. Également dans l'actualité nationale, l'Union nationale de femmes djiboutiennes a organisé une cérémonie dédiée à l'adieu du représentant de l'UNICEF à Djibouti, Mme Djanabo Mohandé. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, la vice-présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne, Mme Hassana Ahmed Bilil, secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Ifrah Ali, la coordinatrice de l'Agence des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Menzi, et un certain nombre de femmes parlementaires ont participé à ces cérémonies. L'occasion est un hommage aux efforts déployés par l'UNICEF pour promouvoir le droit et le bien-être des enfants de Djibouti et pour soutenir les efforts du gouvernement dans ces domaines. La représentante de l'UNICEF a commencé sa précieuse mission à Djibouti en 2017. Des petites sœurs, je suis parmi mes aînés et je suis surtout en famille et je suis à la maison. Et je suis à la maison parce que, pour plusieurs raisons. La première, je tiens à remercier chacune d'entre vous et chacun d'entre vous ici autour de la table pour cet accueil. Je suis très émue et mon cœur est en larmes parce que cet accueil que j'ai aujourd'hui, je ne pense pas que je le mérite. Je pense que si nous sommes arrivés à ces témoignages, si nous sommes arrivés à ces résultats, si nous sommes arrivés à avoir ce respect mutuel et cette entente entre nous, c'est parce que d'abord les femmes, les filles, les hommes, les garçons djiboutiens l'ont voulu. C'est parce que vous avez ouvert votre cœur, c'est parce que vous avez ouvert vos maisons, c'est parce que vous avez ouvert vos bureaux, c'est parce que vous avez été à l'écoute, à mon écoute, à l'écoute de l'organisation que je présente ici, l'UNICEF, ce qui est un témoignage, une fois de plus, de la place que vous réservez à la question de l'enfant, la place que vous réservez aux étrangers, la place que vous réservez aux étrangères, et vous méritez ce qu'on dit de Djibouti, un petit pays, mais avec un grand. Écoutons à présent un extrait de la vice-présidente de l'UNFD. Depuis votre arrivée, vous n'avez cessé de renforcer la collaboration entre nos organisations respectives pour le renforcement des capacités des adolescents et des communautés en matière de droits humains, des pratiques sociales positives à Djibouti et surtout en milieu rural, la promotion de l'allaitement maternel
positifs ainsi que les bonnes pratiques nutritionnelles chez l'enfant. À la structuration de notre base communautaire, étant aussi les bonnes pratiques nutritionnelles chez l'enfant, à la structuration de notre base communautaire, tant d'autres points que je ne pourrais citer et résumer dans ce mot. À cet effet, ma chère sœur, nous tenons à te dire que travailler avec toi a été un plaisir et te souhaite le meilleur pour l'avenir. Ceci n'est qu'un au revoir et tu es ici dans ton pays et nous t'accueillerons les bras ouverts dans d'autres occasions, si Dieu le veut, Inch'Allah. Je vais finir par une phrase que tu disais si bien. On est ensemble. Voici un extrait du discours de la ministre de la Femme et de la Famille. Effectivement, c'est des moments précieux qu'on partage, des moments précieux parce que après avoir s'être côtoyé, appris à se connaître, ayant les mêmes objectifs, les mêmes engagements, le même combat quotidien, ça ne peut que renforcer les liens. Et je pense que même si elle partait de l'autre côté du continent, elle prendra une partie de Djibouti avec elle et je pense que c'est quelque chose qui aura marqué Djennabou. Elle nous aura marqué, mais je pense que Djibouti l'aura marqué aussi. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que des belles choses, que des bonnes choses qu'elle va rencontrer dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie personnelle aussi. Et je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas pour elle parce que c'est une personne qui s'investit avec le cœur. Même en tant que responsable, si on doit penser avec la tête, elle pense avec la tête, mais elle agit avec le cœur. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde professionnel, personnel. Et puis le monde est petit, n'est-ce pas? Nos chemins se croiseront certainement. Également dans l'actualité nationale, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a reçu tour à tour à son cabinet le chef de mission de la coopération de l'Union européenne, M. Bernard François, et la coordonnatrice du système des Nations Unies, Mme Barbara Nancy. L'entrevue a porté sur des questions d'intérêt généraux et les priorités du département. L'Union européenne apporte déjà un appui au ministère pour la réalisation des activités de la réforme de l'administration. Le ministre a proposé que l'Union européenne et son département se rassemblent autour d'objectifs communs pour répondre aux priorités nationales et renforcer les partenariats existants. Les axes d'intervention sont la politique nationale de l'emploi qui nécessite une réévaluation, la réforme pour la modernisation de l'administration. Ensuite, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a reçu dans son cabinet la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Nancy. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de prise de contact avec les organisations des Nations Unies et partenaires au développement. Lors de cet entretien, le ministre du Travail a rappelé le rôle important joué par les institutions des Nations Unies dans le développement du pays. Il a passé en revue les axes majeurs sur lesquels il souhaiterait que les partenaires apportent leur soutien, à savoir la formation des agents de l'État et la valorisation des ressources humaines, la réforme de l'administration, l'appui à l'amélioration de l'employabilité de jeunes, la modernisation de la législation du travail. De son côté, la coordinatrice du système des Nations Unies a assuré le ministre d'apporter son soutien pour améliorer la coopération existante avec les institutions onusiennes et la réalisation des projets soumis par le ministre. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a clôturé cette semaine une visite de travail de 4 jours au Royaume frère du Maroc, effectuée dans le cadre de la coopération sud-sud et du renforcement de relations de coopération marocain-djiboutien. Le ministre Aramis et sa suite ont eu également droit à des exposés et à des visites de terrain pour avoir une idée précise des expériences marocaines de la décentralisation et de financement des collectivités territoriales. Au menu de l'agenda du ministre, des visites des institutions décentralisées ou d'appui de celles-ci en matière de développement local, comme le fonds de financement communal et l'initiative nationale de développement local et certains des projets
qu'il finance. Ce déplacement a été très fructueux pour le secrétaire d'État et sa délégation et sera suivi de la mise en place d'une convention à laquelle devra préciser les bases de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la décentralisation. La Fédération djiboutienne de natation a célébré hier à Djibouti la journée mondiale de la natation sur les sites publics de la plage Héron. Cette journée a pour objectif de sensibiliser et de vulgariser la natation auprès d'un large public. De ces faits, durant tous les mois de juillet et d'août des vacances estivales, la Fédération djiboutienne de natation se propose, grâce à ses techniciens et éducateurs, d'ouvrir sur le site l'apprentissage de base de natation. La fédération invite donc les Djiboutiens à venir nombreux pour s'inscrire et bénéficier de ces apprentissages pour pouvoir nager en toute sécurité et d'en tirer tout le plaisir de la mer. C'est aussi au Siesta. Et cette journée sera célébrée aussi dans les villes de l'intérieur, c'est-à-dire dans les régions, à savoir Tadjoura et Obok, les semaines prochaines. Et en profiter, de faire profiter leurs enfants aux initiations à la base des natations que nos encadreurs font gratuitement sur toutes les plages tout au long de ce mois de l'été chaud. Dans notre page nécrologie, c'est avec une immense tristesse que nous venons d'apprendre la disparition du feu Ahmed Fouré Doubed. Le père de notre collègue Sahel Ahmed Fouré est parmi les responsables de la radio-télévision de Djibouti. Feu Ahmed Fouré Doubed est décédé ce jeudi à l'hôpital Chero suite à une longue maladie. Le défunt était né en 1932 à Ali Sebié. Il était père de 13 enfants et de nombreux petits-enfants. Il laisse derrière lui 2 veuves. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans le paradis éternel. En nouvelle du monde, le navire d'une ONG allemande a secouru hier 65 migrants au large de la Libye et attend désormais une réponse pour leur prise en charge du Malte, Rome et Tripoli. Le Alain Gourdi a repéré l'embarcation, un bateau pneumatique surchargé au petit matin, a indiqué l'ONG CI. Le navire avait un moteur fonctionnel et suffisamment de carburant. Par contre, ses occupants n'avaient ni téléphone satellite ni GPS. Le navire a été baptisé par Seas en hommage au petit garçon syrien retrouvé noyé sur une plage turque en 2015 et dont la photo a fait le tour du monde. Selon les communiqués de Seas, ni Malte, ni l'Italie, ni les autorités libyennes n'ont répondu à l'appel de l'ONG, alors que l'accueil des migrants secourus en mer est devenu un casse-tête. Avait déjà passé 10 jours en mer en avril, avec 64 migrants à bord, en attendant d'obtenir l'autorisation d'aller à Malte pour débarquer ces passagers qui ont été répartis dans plusieurs pays européens. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.